Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Ilm wa Hadara, Sciences et Civilisation. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer avec mon invité, M. Emmanuel Catan, bonjour, ou Bonjour. plutôt bonsoir, d'explorer avec lui les politiques de la mémoire, entre autres, et d'aller plus avant dans cette question de ce que c'est que faire nation et de reconnaître tout le monde sans se diviser. Merci beaucoup, Monsieur Catan, d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et il est de coutume dans cette émission d'abord de faire connaissance avec l'invité et d'essayer de saisir ses motivations. Donc, vous êtes né au Canada, voilà, vous avez grandi là-bas. À Montréal. Et vous, à Montréal, d'accord. Voilà. Donc, la partie francophone du Canada. Francophone du Canada. Ce qui ne vous empêche pas d'être maintenant complètement dans un pays américain de langue anglaise, l'Amérique, voilà. Si je puis dire. Mais nous y reviendrons dans un instant. Au Canada, restons au Canada. Vous avez grandi au Canada. Et quelles ont été vos motivations pour, on va dire, les sciences humaines? Alors moi, j'ai grandi à Montréal, donc dans un monde qui était à la fois francophone et anglophone, puisque on est dans un pays bilingue et plurilingue. Oui. J'ai fait mes études à l'Université de Montréal, mais auparavant, j'étais dans un lycée français où j'ai découvert la philosophie avec un professeur qui m'a beaucoup inspiré, qui était plein d'enthousiasme et de passion. C'est souvent des rencontres. Hein. Et voilà, c'est des rencontres. Il était passionné d'idées, il nous faisait découvrir des concepts et on découvrait des concepts comme des astronomes découvrent de nouvelles planètes. Et j'ai donc poursuivi mes études en philosophie à l'Université de Montréal. Et ensuite, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse, la bourse Rhodes, qui m'a permis d'étudier au Royaume-Uni à l'université d'Oxford. Donc, un départ vers l'Europe. Un départ vers l'Europe qui m'a ouvert à d'autres horizons, puisque oui. À Oxford, on enseigne, j'ai étudié aussi la philosophie politique, mais on enseigne d'autres traditions, comme vous le savez très bien. Oui. Vous avez travaillé vous-même sur Frege et oui. Wittgenstein, donc je me suis ouvert, disons, à la philosophie anglo-saxonne, dite analytique, exactement. Voilà. Ah oui, donc très souvent mes invités insistent sur un point, et là vous venez de l'exemplifier, sur la mobilité des chercheurs et sur les apprentissages dans des endroits différents, parce que finalement, on n'apprend pas les mêmes choses en se déplaçant. Et ça semble un petit peu bizarre, parce qu'on a l'impression que, comme son nom l'indique, l'université est une forme déjà d'univers où tout est apporté à l'étudiant, mais en réalité, pas tout. Oui. Et quand on se déplace, on reconfigure ses travaux autrement. Exactement, exactement. Et c'est vrai que cette aventure en Angleterre, à Oxford, m'a permis de réfléchir à nouveau à tout ce que j'avais appris, ne serait-ce que, par exemple, ma familiarité avec l'éthique de Kant, redécouverte à travers, disons, le monde anglo-saxon, m'a permis de relativiser et puis aussi d'amplifier mon propre rapport avec ce que j'avais appris, à re-questionner parfois aussi mes acquis et puis à les introduire dans un autre contexte, dans un contexte plus international. Et vous dites amplifier, et je dirais aussi approfondir. Souvent, on approfondit plus parce qu'on se rend compte qu'en réalité, ce qu'on avait appris localement, on va prendre un grand philosophe que vous venez de citer, Kant, ce qu'on a appris localement, eh bien, il est aussi dépendant d'un héritage particulier du lieu où nous avons appris cela. Et quand on va ailleurs, on se rend compte qu'il y a d'autres transmissions du même philosophe. Bien sûr, exactement. Et moi, en plus, c'est, disons, d'une certaine façon, ce qui m'a aussi amené à la littérature, parce que en découvrant et en redécouvrant les philosophes que j'avais beaucoup lus au Québec, en Angleterre, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, bien que j'adorais la découverte et la construction de concepts, comme le font les philosophes français, allemands, etc., eh bien, ce que j'aime, c'est aussi la construction d'histoire. Oui. Et donc, j'ai mené en parallèle, à partir de là, à la fois une carrière dans
les relations internationales. Après mon passage à Oxford et mon doctorat à Paris, à l'EHESS, et puis en parallèle à cela, une carrière effectivement d'écrivain, puisque les deux me semblaient complémentaires, c'est-à-dire que j'avais envie de connaître le monde, de comprendre le monde, de comprendre l'histoire, et puis en même temps d'avoir une relation très concrète avec ce monde. Donc je me suis lancé dans les relations internationales, d'abord avec la délégation du Québec à Londres, où je m'occupais d'affaires de relations académiques. Je faisais venir des chercheurs, des chercheuses du Québec vers le Royaume-Uni. Je leur organisais des tournées de conférences. On était au milieu des années 90, donc on parlait beaucoup d'indépendance, de souveraineté et de démocratie, à la fois au Québec et puis dans d'autres petites nations. Après la chute du mur de Berlin. Après la chute du mur de Berlin, effectivement. Au Québec, on a eu un référendum sur l'indépendance en 1995. Donc, tous ces enjeux étaient vraiment très sensibles, très vifs. Et il faut arriver à faire débattre les gens dessus, parce qu'on se rend compte que le débat écluse complètement les questions et réduit un peu de leur tension. Et ça, j'avoue que vous êtes un maître dans ce domaine. Nous y reviendrons, comment vous favorisez précisément les dialogues et les débats. Alors, nous sommes allés un peu trop vite, parce qu'on a parlé donc à la fois de votre travail de romancier et de votre travail académique de professeur à l'université. Donc, quand vous avez terminé votre, j'allais dire votre thèse, non, d'abord vos études à Oxford, vous avez rejoint Paris, où vous avez été dans cette université qui a le nom d'école, l'école des hautes études en sciences sociales, qui est très célèbre. Et là, vous faites un doctorat dont l'intitulé est… Sur le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire. Alors, c'était au début des années 90. Et alors, c'était une période intéressante. Moi, c'est vrai que la question de la mémoire a toujours été très prégnante pour moi. On était aussi dans un contexte, comme vous l'avez très justement dit, juste après la chute du mur de Berlin. Et puis aussi dans un contexte où, moi, un événement en particulier qui m'a beaucoup frappé à cette époque-là, c'était l'arrestation du général Pinochet et sa demande d'extradition par un juge très courageux en Espagne, le juge Baltasar Garzón, qui cherchait justement à l'amener face aux tribunaux pour répondre des crimes contre l'humanité commis pendant cette dictature. Et le grand débat à l'époque, que je trouvais passionnant, était un débat autour de la justice et de la mémoire. C'est-à-dire qu'il y avait les partisans disons de la moi je dirais peut-être de la complaisance, mais en tout cas de la stabilité, voilà, exactement. Il disait faut amnistier. Et qui disait le traîner en justice, ça va fragiliser exactement une démocratie qui est en transition, ça va raviver les haines passées, ça va mettre en question la stabilité du Chili. Ça, c'est un élément du débat. Et ça, c'est un élément du débat. Et puis de l'autre côté, il y avait ceux qui disaient, mais non, la mémoire est importante, la justice est importante. Il faut, pour que le pays se réconcilie justement et pour assurer la future stabilité du pays, il faut qu'il y ait justice, il faut qu'il y ait ce qu'on dit en anglais closure, c'est-à-dire que finalement qu'on arrive à une forme de réconciliation, mais pour cela, il faut que les faits soient reconnus, que les victimes soient reconnues et qu'ils aient la satisfaction aussi que ce qu'ils ont souffert soit inscrit dans la mémoire collective. Et au même moment, il y a la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Exactement. Donc avec l'arrivée de la grande figure de Nelson Mandela. Et là, c'est pareil, c'est la reconnaissance, la justice, la réparation aussi. Bien sûr. C'est un point très important. Et donc, votre thèse, c'était précisément vous avez parlé du devoir de mémoire. Je me souviens qu'à ce moment-là, on parlait aussi d'un travail de mémoire, parce qu'il faut… voilà, alors précisément…
quelles sont les nuances entre un devoir de mémoire et un travail de mémoire? Alors, je pense que les historiens, vous faites très bien de souligner cette distinction. Les historiens préfèrent, et en particulier le philosophe Paul Ricoeur préfère l'idée de travail de mémoire. C'est lui qui a introduit cette notion. Le devoir de mémoire a beaucoup été utilisé et puis je dirais même peut-être aussi surutilisé dans le contexte médiatique et politique. Et c'était, disons, une notion qui mettait en question ou qui pouvait mettre en question la liberté académique de chercheurs et en particulier d'historiens. Et c'est dans ce contexte-là qu'il y a eu une réponse de la part d'historiens comme Pierre Nora, par exemple, et bien d'autres, qui disaient, écoutez, au lieu de parler de devoir de mémoire, il faudrait effectivement qu'on parle du devoir et du travail de l'historien, d'un devoir d'histoire. Et plus tard, on a parlé effectivement de travail de mémoire, c'est-à-dire qu'on reconnaissait le besoin pour une société, pour une mémoire collective, de s'approprier son passé, mais de le faire avec les outils et le contenu qui pouvaient être amenés par le travail de l'historien, plutôt que de se laisser aller à des injonctions qui parfois demeuraient creuses. On parlait de devoir de mémoire beaucoup dans les médias, d'une manière parfois à faire taire le débat, ou parfois simplement pour se donner bonne conscience. C'était une manière finalement, une sorte d'alibi, d'une certaine façon, pour dire, eh bien, on parle de devoir de mémoire, on commémore tel et tel événement, mais finalement, ça nous disculpe, ça nous on donne un anniversaire, c'est comme un anniversaire une fois par an. Voilà. Et puis après les 364 jours, on passe à autre chose. On passe à autre chose et surtout on oublie ce qui devrait, les injustices qui sont là devant nos yeux et qui devraient nous solliciter, qui devraient nous provoquer à agir. En parlant de devoir de mémoire, eh bien quelque part, on se donne bonne conscience, mais on tourne le dos aux besoins criants de l'actualité et aux injustices auxquelles notre monde est confronté aujourd'hui. Oui, et justement, à partir de là, on voit quand même les biais de cette multiplication des commémorations. On a maintenant, effectivement, depuis ces années-là, depuis 30 ans maintenant, on commémore, et l'historien dit, moi je travaille avec des faits, je ne travaille pas avec la mémoire. Voilà. La mémoire est incertaine. Parfois, on a pu voir des témoins, après 40 ans, 50 ans, eh bien, leur mémoire flanche et ils commencent à parler de leurs propres témoignages, par exemple des résistants, je pense à Lucie Aubrac, dans les années 97-98, sa mémoire flanchait sur ce qu'elle avait fait. Elle avait aidé des résistants durant la Seconde Guerre mondiale en France, et elle commençait à douter, pas douter, mais donner des dates différentes. Et les gens disent, mais peut-être qu'elle ment, et c'était très grave, parce qu'elle avait véritablement participé à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, et de sauver véritablement des vies. Et à partir de là, la voilà qui donnait des dates différentes. Et c'est là où il y a une distinction aussi très très importante que vous notez, qui est la distinction entre histoire et mémoire. Voilà. La mémoire est là pour reconnaître, pour donner un statut de reconnaissance aux victimes, à ceux qui, dans le passé, ont été victimes d'injustice. Elle est aussi collective, elle naît parfois même de manière assez spontanée d'un dialogue à l'intérieur d'une communauté, mais elle n'a pas nécessairement valeur d'histoire. Les historiens ensuite travaillent sur cette mémoire, utilisent cette mémoire telle qu'elle se manifeste pour établir un récit qui, lui, est basé sur une analyse des faits, des artefacts, des traces du passé, et qui donne aussi, mais à son propre niveau, une certaine cohérence au rapport au passé que peut développer une société. Mais ce qui est important de toujours souligner, c'est que le rapport au passé qui s'inscrit
dans le travail de l'historien est toujours un rapport critique, c'est-à-dire qu'il interroge les faits, il interroge les témoignages et il peut aussi revisiter ces témoignages et revisiter ces faits. Il faut faire des recoupements, c'est-à-dire, je reprends l'exemple de Lucie Aubrac, après il faut faire des recoupements de gens qui l'ont connue, des gens qui l'ont vu agir, des gens qui ont parlé d'elle historiquement à partir des faits historiques, et après, non pas pour relativiser son témoignage, mais pour précisément l'inscrire dans quelque chose que valide précisément l'historien, et ça c'est un enjeu important. Précisément, une fois que vous avez thématisé ces questions qui étaient autour de vous, là je comprends les motivations, dans les années 90, vous partez, alors vous rejoignez le Canada, mais moi je vous ai connu précisément là où vous êtes maintenant, c'est-à-dire vous êtes professeur à l'université de Columbia, et là vous enseignez les politiques de la mémoire. Donc vous avez mis un mot de plus, on était dans le travail, dans le devoir de mémoire, et là c'est les politiques de la mémoire. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression? Eh bien en fait, effectivement, j'ai revisité ma thèse, j'ai eu la chance, la directrice du département de français à l'université de Columbia, pendant la pandémie, m'a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de revisiter ta thèse 20 ans après? Et effectivement, j'ai mené entre-temps une carrière dans les relations internationales. J'étais au Commonwealth, plume du secrétaire général, ce qui m'a donné l'occasion de venir en Afrique à plusieurs reprises. On travaillait dans le domaine du développement économique, donc j'étais en Namibie, en Afrique du Sud, on va parler de tout au ça, Botswana, etc. Oui. J'ai été plus tard au Maroc lorsque je travaillais pour les Nations Unies. Donc, j'ai rejoint une organisation qui s'appelait l'Alliance des civilisations, basée à New York, qui visait à réconcilier en fait les communautés et les nations. Donc, j'ai toujours poursuivi une carrière finalement dans le domaine du dialogue. Lié finalement à ce que vous disiez sur la mémoire. Et lié à la mémoire, c'est ça. Mais c'était une manière pour moi disons, d'éprouver dans la pratique ce que pouvait vouloir dire une politique ou des politiques de la mémoire. Donc j'ai poursuivi tout cela et puis je me suis retrouvé à New York, effectivement 20 ans après, et donc j'ai eu cette chance de pouvoir retravailler finalement les enjeux sur lesquels je m'étais penché, la question du devoir de mémoire 20 ans après, et j'ai découvert en fait que dans le contexte français, le paysage mémoriel s'était complètement métamorphosé depuis que j'avais soumis ma thèse en 1999. C'est-à-dire que 20 ans après, on était dans un contexte où on ne parlait plus simplement de la mémoire dans le contexte du régime de Vichy ou dans le contexte de la Shoah, mais on parlait de la mémoire dans un contexte post-colonial, puisqu'on était passé par la loi Taubira sur l'esclavage, sur la mémoire de l'esclavage, exactement, en 2001, et la reconnaissance de l'esclavage pour la première fois comme crime contre l'humanité. On parlait de la mémoire de la guerre d'Algérie. Donc, il y a eu, entre-temps, pendant que j'avais le dos tourné, pour ainsi dire, une sorte d'enrichissement et d'ouverture du champ mémoriel en France et ailleurs dans le monde. Mais moi, je m'occupais plus précisément de ce qui se passait en France, qui a vraiment amplifié, voilà, exactement, amplifié le champ de la mémoire. Alors qu'on ne parlait de la mémoire que dans un contexte assez précis dans les années 90, on en a parlé maintenant dans le contexte d'aspiration à la reconnaissance d'une diversité de communautés à l'intérieur de l'espace public français. Et d'ailleurs, ça s'est aussi traduit dans les travaux universitaire par la restitution des voix de la résistance, Voices of Resistance. Je pense par exemple, en écho à vos travaux, une américaine, Alison Becker, qui avait interrogé ici au Maroc des femmes qui avaient participé à l'indépendance en faisant passer des petits papiers parmi les résistants, en risquant leur vie complètement. Et elle les avait interrogés. Elle avait écrit cet ouvrage qui s'appelle Voices of Resistance. Donc l'amplification
des politiques de la mémoire, c'est autour de la reconnaissance, autour de la restitution des voix de la résistance. Donc il y a tout ce travail. Alors maintenant, il y a deux autres Emmanuel Cattan. Oui. Il y a celui que vous avez évoqué rapidement et j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu, des relations internationales, les Nations Unies, l'Université de Columbia. Vous êtes véritablement un homme qui cherche à connecter autant que possible des institutions académiques, dont par exemple notre université ici, Mohamed VI. On monte un projet avec vous sur les humanités africaines, l'Université de Columbia et l'Université de la Sorbonne, grâce à votre initiative. On monte aussi, vous avez aussi, je crois, tout juste maintenant une expérience avec l'Inde. Oui. Et les minorités religieuses, les minorités musulmanes, de quoi s'agit-il? Alors, je dirais, vous mentionniez le Maroc, je vais peut-être répondre à votre question en revenant peut-être très rapidement au Maroc. J'ai eu la chance, dans le contexte de mon travail aux Nations Unies, où je m'occupais en fait de projets de communication dans le contexte de l'Alliance des civilisations, j'ai eu la chance de rencontrer André Azoulay, qui est un grand personnage de dialogue et qui a été en fait une inspiration pour moi, justement, dans ce travail de construire et de construction de passerelles entre différentes communautés. Et c'est effectivement le type de travail dans lequel je suis toujours engagé aujourd'hui à l'Université Columbia. Le programme que je dirige à l'Université Columbia et qui réunit 4 institutions, l'Université Columbia, mais aussi Sciences Po, l'École Polytechnique et Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà. Ce programme s'appelle le programme Alliance. Donc c'est justement un programme qui vise à bâtir… En écho à Alliance des civilisations. Ben, quelque part, c'est en écho effectivement à ce type de dialogue qui cherche à créer des liens. Alors ici, dans ce cas-ci, c'est vraiment des liens de collaboration universitaire entre professeurs, entre chercheurs, entre étudiants. Et le programme que vous mentionnez, qui est un programme vraiment de recherche et d'analyse sur les minorités musulmanes en Inde, a été piloté justement dans un contexte de collaboration entre Sciences Po, Columbia et l'université Princeton, et vise justement… Et des universités là-bas, en Inde. Et d'une cinquantaine de chercheurs, effectivement, un peu partout en Inde, y compris au Cachemire, et qui sont tous et toutes mobilisés autour d'une analyse des différents enjeux auxquels font face ces minorités. Quand on parle de minorités musulmanes en Inde, on parle d'une très grande discrimination. Oui, et d'une très grande minorité de 200 millions de personnes. Donc c'est ce type de projet, si vous voulez, qu'on essaye d'encourager, de développer et de favoriser dans le cadre du programme Alliance. Ici même, nous sommes réunis grâce à vous, cher Ali Ben Makhlouf, à l'université Mohamed VI Polytechnique pour discuter, débattre ensemble d'un projet sur les humanités africaines dans un contexte aussi de dialogue entre universitaires et entre universités pour chercher à valoriser, à encourager, à développer et à nourrir le champ des humanités africaines. Oui, je vous remercie beaucoup pour votre engagement. Alors, je disais plusieurs Emmanuel Cattan, il y a le troisième romancier, vous l'avez évoqué, et je crois que vous l'avez rapidement dit tout à l'heure, mais j'aimerais que vous reveniez là-dessus, parce que quand on est dans l'analyse des concepts, on est dans une analyse qui prend, je dirais, un seul pli, si je puis dire. Et le roman permet de déployer plusieurs plis ou de plusieurs couches, comme on dit, et justement de pouvoir superposer plusieurs couches, déjà en donnant la voix à plusieurs personnages distincts. Et est-ce que c'est cet aspect pluraliste que vous avez voulu explorer par les romans que vous avez écrits? Oui, tout à fait. Alors, pluraliste de par ma propre, disons, pratique, disons, parce que finalement, quand on travaille, on raconte des histoires, mais pour moi, les histoires que je raconte dans mon travail, dans mon quotidien, les narrations que j'essaie de développer, eh bien, elles sont en prolongement avec les narrations aussi qui continuent, disons, dans ma propre conscience, les histoires
histoires que je rencontre et qui alimentent mon imagination. Et effectivement, vous l'avez dit très justement, le travail d'écriture est un travail justement de superposition de plusieurs couches. Alors, il y a les différentes couches d'identité qui nous animent et plusieurs de mes romans et d'appartenance, bien entendu, et plusieurs de mes romans sont animés par la recherche justement d'une exploration de ces différentes couches d'identité. L'un de mes personnages, dans un roman qui s'appelle Les lignes de désir, eh bien, sa mère est musulmane, son père est juif, elle naît à Montréal, et puis elle cherche justement dans sa propre démarche, dans sa propre recherche, sa recherche archéologique, à associer, à vivre ensemble les deux parties d'elle-même. Les deux parties d'elle-même et finalement à les vivre, même si le conflit existe dans le monde à l'extérieur, elle cherche à les réconcilier dans sa propre recherche, dans la propre histoire qu'elle cherche à raconter d'elle-même et des autres. Et finalement, le roman, c'est ce qu'il permet de faire. Il permet de tisser et de reprendre les différents fils de notre vie qui composent la trame de notre vie, et puis d'en appliquer les différentes couches pour créer cette mosaïque finalement que nous sommes tous, et la donner à voir, non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Il est vrai, bon, je pensais à un ouvrage de Amartya Sen, Identité et violence. Quand on miniaturise les gens en les ramenant à une seule identité, eh bien, on leur fait violence parce qu'ils ont plusieurs appartenances. Oui. Et ces plusieurs appartenances, eh bien, parfois, justement, elles sont totalement réduites par des injonctions à s'identifier à un groupe et à ne pas tenir compte. Alors, effectivement, le roman permet voilà, d'apporter en une même personne une pluralité de voix, et c'est effectivement plus difficile à faire au niveau conceptuel qu'au niveau de la création artistique. Les deux sont complémentaires quelque part. Oui, c'est vrai. Le concept nous permet de fixer des idées, de les appliquer dans une multiplicité de contextes. Le roman, lui, nous permet de les mettre en histoire, de mettre ces idées en histoire, et puis aussi de dépasser ces idées dans l'expérience humaine, où finalement ce que nous vivons, quand nous vivons notre identité, nous ne la vivons pas comme une idée, mais nous la vivons comme un souci constant, un souci pour les autres, et puis un engagement qui nous fait nous questionner, et puis qui nous fait questionner aussi les injustices qu'on rencontre dans le monde, qui nous incite aussi parfois à nous révolter contre ces injustices, ou en tout cas à les souligner, à les faire voir, et puis aussi à agir, à prendre des décisions, finalement s'insurger contre ce qu'on observe dans le monde. Et en racontant des histoires à travers le roman, eh bien, c'est pas qu'on anonymise sa personne, mais on rencontre les histoires des autres, c'est-à-dire qu'on se met totalement dans un espace du partage qui fait que finalement, dans la mesure où une histoire devient audible aux autres, eh bien, elle est partagée. Exactement, elle est partagée, elle prend une forme objective, ou en tout cas séparée, matérielle, qui est séparée de notre propre subjectivité, de notre propre intériorité. Et en tant qu'écrivain, tout autant que lecteur, l'action du roman nous permet de nous découvrir aussi, de découvrir cette part cachée que nous avons en nous, et qui n'est pas nécessairement immédiatement visible, mais qui, une fois qu'elle a pris cette forme objective, eh bien, on comprend soudain, on se dit « Ah oui, mais voilà, même un livre que j'ai écrit il y a plusieurs années, quelqu'un va me dire voilà, j'ai trouvé ceci, tel personnage m'a rappelé ma propre expérience, et soudain je vois le livre. On est révélé à soi-même. On est révélé à soi-même, exactement. C'est comme un cliché photographique. Maintenant, on prend des photos immédiates, mais comme les clichés photographiques d'autrefois, ou encore que dans certains appareils, qui finissent par révéler, qu'on fait sortir le cliché
photographique pour en faire une photo. Et qui trouble aussi, et qui trouble en fait le confort qu'on a vis-à-vis un certain nombre finalement d'idées préconçues. Il y a quelque part dans l'exercice de la lecture aussi d'un roman une forme de décèlement qui se crée. C'est une expression d'un poète que j'aime beaucoup, Yves Bonnefoy, qui parle justement du décèlement du réel, c'est-à-dire que quand on lit, eh bien, il y a tout ce qui nous semblait finalement fixe, éternel, absolu et donné, eh bien finalement, il commence à bouger un peu. Il y a du jeu qui s'introduit et à travers ce jeu, eh bien, c'est notre propre personnalité qui peut s'introduire, mais c'est aussi notre propre vision du monde qui, quelque part, eh bien, elle n'est pas nécessairement métamorphosée tout d'un coup. Mais elle chancelle un peu. Mais elle chancelle, elle oscille, il y a une certaine distance qui s'introduit, et puis soudain, nos certitudes, eh bien finalement, nous commençons à les questionner, nous commençons à leur donner une autre histoire, et cette histoire nous rapproche des autres. Merci beaucoup de votre passage dans cette émission. Merci d'avoir partagé avec nous plusieurs de vos recherches qui sont sur plusieurs points. Et puis, véritablement, je salue votre travail de connecting, j'emploie un anglicisme, de mise en connexion de tant de parties du monde. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous à une prochaine séance. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Merci pour l'image, un petit peu pour la capture d'image. Il faut qu'on continue de